Bonjour les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver dans ce podcast qui sera consacré à ma lecture du premier tome de la saga Chaos, dont le titre est Ce qui n'oublie pas, écrit par Clément Bouhélier et qui est publié chez les éditions Critiques. Je remercie cette maison d'édition qui a gentiment accepté de m'envoyer ce roman en vue des Aliénales, puisque je voulais le découvrir à cette occasion. Il s'agit d'un roman que je classerai en science-fiction et post-apocalyptique. Vous le savez sans doute si vous me suivez sur cette chaîne, mais je ne suis pas une habituée des romans post-apocalyptiques avec des zombies, etc. Le zombie me fait peur. Je ne regarde pas la série télévisée Walking Dead, que tout le monde adule. Et je reste personnellement assez traumatisée par le film Resident Evil, que j'avais été voir à l'époque de sa sortie avec Mila Jovovich. Ouais, le zombie me fait flipper, le zombie me dégoûte en fait, et du coup j'ai tendance à bouder un peu ce genre qui est très en vogue en ce moment en littérature. Pourtant, ce roman m'a intriguée quand je l'ai découvert dans la liste des romans sélectionnés pour le prix des Aliénales de cette année 2017. S'il fait partie de la sélection, c'est que forcément il s'y cache une espèce de petite pépite qui vaut donc le coup qu'on s'y penche et voilà, du coup je l'ai lu et je l'ai beaucoup aimé. Au début de ce récit, nous sommes à Paris, gare de Lyon, à l'heure actuelle. Nous assistons à une scène assez flippante puisqu'une jeune femme brise une éprouvette et libère un virus inconnu qui se nourrit de la mémoire et frappe sans distinction d'âge, de sexe ou de milieu social, comme nous l'indique le dos du livre. Peu à peu, les infectés perdent toute capacité à penser et à agir, et malgré les mesures gouvernementales, l'épidémie se répand dans le pays et même au-delà. Bientôt, le monde se peuple de zombies, coquilles vides, errantes, répétant le même geste à l'infini. Alors, moi j'ai été intriguée par cette idée de l'infection de l'humanité par un virus. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et ça m'a encouragée à découvrir ce roman malgré le côté un peu zombie. En fait, j'ai vite compris qu'on était loin du mort-vivant sentant la viande faisandée qui veut bouffer des êtres humains. En fait, ce mystérieux virus qui se répand à une vitesse exponentielle se manifeste d'abord par de fortes migraines. Et puis petit à petit, ça prend de l'ampleur, les personnes atteintes ont le cerveau qui décroche et progressivement, ils se rendent compte qu'ils peinent à s'exprimer, qu'ils peinent à rassembler leurs idées, ils peinent bientôt à penser et ils vont finir par devenir de véritables légumes inexpressifs, présents physiquement mais sans être animés finalement. La faim, la soif ou l'épuisement les conduiront à une mort inévitable. Et ce virus se répand dans l'humanité, se répand dans la France, puis prend voilà cette ampleur un peu internationale et plonge l'humanité dans un véritable chaos. Alors, on pourrait reprocher à l'auteur de prendre trop de temps pour décrire la propagation de ce virus et ses conséquences. C'est vrai que ce roman est dense, il fait plus de 400 pages en caractère assez petit, avec pas mal de descriptions de ce Paris en voie d'extinction et, euh, et ça peut un peu effrayer. Enfin, moi personnellement, ça m'a un peu effrayée, mais finalement je peux vous dire qu'au contraire, c'est justement un atout du roman, parce que l'auteur nous plonge dans le chaos petit à petit. L'aspect survivalisme de l'intrigue est parfaitement maîtrisé et d'un grand réalisme. D'ailleurs, ce roman fait vraiment froid dans le dos. Parce que je trouve que dans les romans où on parle de zombies avec un aspect assez surnaturel, un petit côté Beatlit, vous voyez, un petit côté créature fantastique, etc., on pourrait se dire, voilà, c'est faux, enfin, ça n'arriverait pas, c'est une créature surnaturelle au même titre qu'un vampire ou un sorcier ou je ne sais quoi. Mais là, comme on assiste à une propagation de virus mortel, ça a un côté très réaliste et qui m'a fait énormément peur. Je dois bien l'admettre. Donc voilà, l'auteur nous plonge dans cette histoire. Il y a d'abord quelques patients qui sont touchés de manière un peu isolée. Le phénomène prend de l'ampleur. Le corps médical s'inquiète de l'état des premiers patients puisque voilà, ils vont devenir, comme je vous le disais à l'instant, un peu des zombies. On n'a pas l'habitude de voir ça et donc
Le corps médical alerte les pouvoirs politiques qui tentent de manipuler la population pour les rassurer, pour éviter qu'on tombe dans la panique, dans la psychose, voire dans les émeutes. Et très vite, il faut se rendre à l'évidence, le virus a gagné, il est trop tard et le monde entier bascule dans l'apocalypse. Les derniers à survivre à ce virus deviennent tueurs de sang-froid très rapidement. Voilà, ils sont dans un mode de survie. Ils se mettent à piller, à violer. Enfin voilà, c'est l'anarchie. On y croit, ça fait très peur et je trouve que c'est un aspect que l'auteur a parfaitement maîtrisé. Et j'ai particulièrement aimé la manière dont Clément Bouhélier a abordé l'aspect politique de l'apocalypse en fait. La manipulation des masses par les conseillers des ministres, du président de la République, etc., c'est un aspect que j'ai trouvé très réaliste et intéressant, puisque je trouve que c'est un aspect qu'on ne voit pas souvent, en fait. Et moi, dès que ça touche aux politiques, dans les romans de science-fiction, ça m'intéresse beaucoup, ça m'intrigue toujours. Pour la petite anecdote, l'auteur était journaliste à la base, il est journaliste de formation, il a lui-même travaillé dans le cadre de cabinets d'hommes politiques en rédigeant des discours. Et dans cette histoire, on a l'un des personnages, Arthur, qui a lui-même ce profil de rédacteur de discours d'hommes politiques, etc. Ce qui donne à un auteur l'occasion finalement de balancer pas mal sur les travers de cette profession pour dénoncer un peu les coulisses, la manipulation inhérente à ce type de gestion de crise sanitaire. On a de nombreuses références à la crise de la grippe aviaire que nous avons connue il y a quelques années et qui a été manifestement très mal gérée par les pouvoirs publics. Et les scènes du président de la République qui se retrouve complètement désarmé face à l'ampleur d'un virus qui le dépasse complètement et qui se montre d'une grande humanité, et ben moi ça m'a particulièrement touchée. Et c'est un aspect que je retiendrai de ce roman. En ce qui concerne l'intrigue à proprement parler, sans trop vous en dire bien sûr, en fait elle s'oriente sur 2 axes principaux. Premièrement, on va avoir 4 personnages qui sont extrêmement différents les uns des autres, qui ne se connaissent pas, et qui découvrent qu'ils ne sont pas atteints par le virus de l'oubli. On va se demander pourquoi, ils vont se demander pourquoi, et ils vont découvrir qu'une mystérieuse voix intérieure et différents signes qu'ils rencontrent les poussent vers une quête commune. Les tenants et les aboutissants resteront assez mystérieux pour l'instant. À la fin de ce tome 1, on n'en sait pas trop. Je pense qu'on en saura plus dans le tome 2, qui se prêtera, je pense, à beaucoup plus d'action. Là, dans ce tome 1, on a vraiment une ambiance qui s'est installée. On a assisté à cette agonie humaine de grande ampleur. Et je pense que dans le tome 2, du coup, l'auteur va plutôt se recentrer sur l'action, sur les tenants et les aboutissants de cette histoire. En tout cas, je le pense. Je verrai bien. En ce qui concerne ces 4 personnages assez hors du commun, qui donc se découvrent un destin finalement un peu héroïque, puisqu'ils ne sont pas touchés par le virus, sans savoir pourquoi, j'ai bien aimé l'aspect roman choral en fait que l'auteur a développé. Nous avons ici des personnages dont le profil psychologique est extrêmement intéressant. On a un adolescent mal d'amour familial, auquel le jeune lecteur pourra sans aucun doute s'identifier. On a une actrice porno qui est très vulnérable et en proie à de profondes blessures liées à son enfance et qui se retrouve en fait elle-même dans un rôle de protectrice. C'est très intéressant. J'espère que ce personnage sera à la hauteur dans le tome 2 parce que moi il m'a beaucoup intéressée dans ce premier tome. On a aussi un retraité pépère d'une banque qui vivait assez mal son passage à la retraite, qui souffrait d'ennui et de solitude au début de cette histoire, et qui devient malgré lui une sorte de Chuck Norris hyper calé en art du survivalisme, qui va finalement avoir un rôle assez important, je pense, dans le tome 2, puisqu'on sent en lui, on sent qu'il a un potentiel de leader très important. Alors qu'à la base, son profil ne le prédestinait pas du tout à avoir ce type de rôle. Et on a enfin un jeune homme handicapé du sentiment, clairement, très carriériste, assez détestable finalement, et qui va tout abandonner pour retrouver la femme qu'il aime sans jamais avoir osé se l'avouer.
Ce cocktail de profils est très prometteur et à travers ce récit choral, l'auteur parvient à faire que l'on s'intéresse à leur sort et que l'on tremble pour eux à bien des égards. Le deuxième axe de cette histoire, ça va être pour nous de découvrir qui est derrière la propagation de cet horrible virus. Et là encore, les détails restent assez mystérieux. On découvre à la fin du roman qu'il est question de deux grandes puissances qui semblent s'affronter et qui ne seraient pas humaines manifestement, donc on se dirige plus vers une explication surnaturelle. Là encore, à voir dans le tome 2. J'espère que l'explication et le dénouement final sera à la hauteur de ce que l'auteur nous propose dans ce premier tome. Alors, au-delà de féliciter l'auteur pour ce premier tome extrêmement intéressant, je tiens aussi à faire une mention spéciale pour Aurélien Polis, qui a illustré la couverture des deux tomes. Bon, moi, je ne possède que le premier tome pour l'instant, mais il faut quand même bien admettre que cette couverture, elle est très jolie esthétiquement, elle donne envie de se plonger dans le roman, et voilà, moi, elle m'a franchement donné super envie, et en fait, quand j'ai reçu ce roman dans ma boîte aux lettres dans le cadre du service presse, j'ai eu super envie de le découvrir tout de suite, et je m'y suis plongée le jour même de sa réception, en grande partie grâce à cette couverture qui m'a vraiment intriguée. Donc voilà, le travail éditorial est très très réussi sur ce roman. Le processus narratif que l'auteur a choisi d'adopter rend le récit très dynamique, puisqu'on alterne le point de vue des différents personnages. L'auteur adapte à chaque fois le langage, sa plume en fait s'adapte selon le langage employé par son personnage, et les chapitres sont assez longs, c'est vrai, mais on change régulièrement de point de vue, donc on s'ennuie pas, ça s'enchaîne assez bien. J'ai apprécié aussi les quelques mentions, les références musicales que l'auteur a pu glisser dans le roman, et notamment mention spéciale pour la scène extrêmement cinématographique, chorale, sur le fond de la chanson Stand By Me d'Oasis. Alors cette scène-là, je pense que elle est gravée dans mon esprit, je ne l'oublierai pas, quoi, c'est clair. Et je pense que plusieurs mois, voire plusieurs années après avoir lu ce livre, quand j'y repenserai, je repenserai à cette scène avec Stand By Me d'Oasis, c'est sûr et certain. Donc ça, c'est voilà, genre d'image très percutante qui vous fait, voilà, qui vous marque un roman au fer rouge dans votre esprit. Ça, c'est vraiment chouette quand les auteurs arrivent à faire ça. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire sur ce premier tome. Donc, j'ai hâte de lire la suite. Donc, ça s'intitule Les Terres Grises. C'est toujours publié aux éditions Critiques. J'espère que j'aurai l'occasion de le découvrir très bientôt, si possible avant les Aliénales. Je l'espère. En tout cas, je tiens à remercier encore une fois les éditions Critiques de m'avoir fait confiance en acceptant de m'adresser ce roman. Je vous invite fortement, les amis, à vous pencher sur le catalogue de cette maison d'édition. Je vais vous mettre le lien de leur site en barre d'infos. Franchement, ça vaut le détour. Je trouve qu'ils ont des publications extrêmement prometteuses, et je pense que je vais essayer d'en lire un maximum parce que vraiment, c'est extrêmement prometteur. Je vous remercie de m'avoir écouté. En attendant notre prochain rendez-vous, je vous souhaite de très belles lectures et surtout, comme d'habitude, faites-vous plaisir. À bientôt les amis!